Merci à vous de vous être inscrits pour suivre cette table ronde. Aujourd'hui, on va aborder donc un sujet qui est sur toutes les bouches et dans tous les esprits depuis novembre dernier, le sujet ChatGPT et son irruption dans vos vies d'enseignants. On va faire un petit tour de table pour vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Nicolas Barre, je suis fondateur de la société Stratécie, où on est expert autour de la transformation numérique, et j'ai une petite particularité, c'est aussi que j'enseigne dans différentes écoles, dont Télécom Saint-Étienne, où ce sujet-là est aussi assez important. Moi, je suis Mélanie Viennot, je suis présidente du projet Voltaire. ChatGPT, en fait, c'est effectivement quelque chose qui est apparu il n'y a pas très longtemps et qui pose beaucoup de questions en matière de grammaire, d'orthographe, mais pas seulement. Voilà, donc on en parlera. Bonjour à toutes et à tous, Valérian Pep, je suis cofondateur de Be My Media, entreprise spécialisée dans la pédagogie et en particulier l'éducation aux médias et à l'information. Et évidemment, ChatGPT nous interroge énormément sur le rapport à l'information des étudiants. Et à distance, nous avons Estelle. Bonjour de Nantes, en l'occurrence du Média Campus. Donc moi, je suis enseignante à l'école Audencia sur des thématiques en lien notamment plutôt avec l'économie des médias, l'information responsable. Évidemment, ChatGPT, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous interpelle tous en tant qu'enseignants. Et personnellement aussi, par rapport aussi à mes sujets d'études, puisque je m'occupe aussi du Média Campus, qui est un campus un peu d'un genre nouveau que vous voyez derrière moi, qui mélange étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels de la communication des médias, justement sur des problématiques d'expérimentation, de recherche et de production de l'information. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on suit de près ici à Nantes. On va commencer du coup avec une petite introduction, Nicolas, sur voilà, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne, ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vais essayer de le rendre assez accessible pour tout le monde. Donc, ChatGPT pour Generative Pre-Training Transformer, pour le terme anglais. C'est une intelligence artificielle qui a appris. Donc, on appelle ça de l'apprentissage par renforcement. Il y a différents types d'intelligence artificielle, dont le machine learning. Donc, en fait, on n'est que dans de l'apprentissage où on lui a mis, alors je regarde mes chiffres parce que je ne m'en souviens jamais, c'est 8 millions de documents au total et plus de 10 milliards de mots. Donc, il a appris tout ça, on lui a mis des données et derrière, après, il y a plus de 100 trillions de paramètres dans ChatGPT. Donc, ce qui fait des chiffres assez impressionnants. Plus on va lui mettre d'éléments et plus il va apprendre. Ce qui peut être un problème parce qu'on va lui apprendre et des fois on va lui apprendre des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Donc voilà, après ChatGPT, pour la petite histoire, existe depuis quelques années. Alors ça a été créé par un collectif, c'est OpenAI qui est derrière. On est à la version donc 3.5 et la version 4 devrait arriver dans les prochains jours. Et qui va aller un peu plus loin dans la partie intelligence artificielle, parce que ça va être même dans la reconnaissance d'images et de vidéos, de retranscription de vidéos, de choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y avait l'équivalent de 167 fois Wikipédia à l'intérieur et que ça allait être 600 000 fois plus complet dans la prochaine version. Donc, autant dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Nicolas, tu as aussi, tu l'as dit, ta double casquette d'enseignant, donc tu vas pouvoir aussi nous partager ton expérience avec tes étudiants qui l'ont largement pris en main. C'est sûr. Et c'est le cas aussi d'Estelle. Estelle, est-ce que tu peux nous dire comment l'école Audencia fait face à l'arrivée de cet outil? Faire face, déjà, bon, on n'est pas en tout cas pour l'instant dans l'opposition. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment récent, donc on est plutôt dans une phase d'observation, de découverte et d'expérimentation. L'objectif, c'est de se familiariser, de voir déjà individuellement, on a tous été le tester, questionner aussi nos étudiants, savoir comment ils l'utilisaient, est-ce qu'ils y étaient déjà allés. Et puis là, nouvelle phase qui est en train d'arriver chez nous au sein d'Audencia, c'est aussi une réflexion collective de se dire, avec trois grandes thématiques, en fait, il y a trois grands enjeux chez nous de ChatGPT, c'est ChatGPT et nos étudiants, comment nos étudiants vont pouvoir l'intégrer ou vont-ils l'intégrer dans les prochaines années dans la façon dont ils vont suivre leurs études, l'utiliser au quotidien. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Il y a nous, en tant qu'enseignants, comment nous, on va pouvoir l'intégrer à notre pédagogie. Donc, ça, c'est aussi un sujet. Et puis, l'institution, notamment l'évaluation des compétences, mais aussi certaines formes d'éthique. C'est-à-dire que c'est un outil aujourd'hui qui pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, notamment tout ce qui est question des sources, la validité des informations, voire la façon dont l'information est produite. Donc, ça, c'est des échanges qu'on a collectivement en interne. D'ailleurs, demain, on a un workshop au niveau
de la faculté, des collègues aussi de l'ingénierie pédagogique pour mettre ces sujets sur la table et en discuter ensemble. Donc, on est vraiment dans une phase, je dirais, de découverte et de réflexion autour de sujets, mais contrairement, en tout cas pour l'instant, nous le positionnement de l'école, c'est plutôt de nous adapter en fait, c'est-à-dire que c'est un outil comme un autre, c'est un outil numérique, on a déjà eu d'autres défis à relever par rapport à les révolutions numériques dans l'enseignement et justement c'est ça qui est aussi assez passionnant, c'est de se dire cet outil, comment on va pouvoir l'intégrer à nos pratiques, nos étudiants demain qui seront dans un milieu qui baignait d'intelligence artificielle dans tous leurs métiers devront aussi maîtriser ces technologies, donc à nous aussi de les y préparer. Oui, c'est certain qu'on ne va pas réussir à l'interdire, cet outil, même si certaines universités ont essayé, et on pourra de moins en moins l'interdire puisque, depuis le 1er mars, si je ne me trompe pas, ChatGPT a ouvert son API. Donc, n'importe quel outil peut intégrer des fonctionnalités de ChatGPT et c'est le cas, ce sera bientôt le cas sans doute de Word, c'est déjà le cas de Bing. Donc, voilà, ce sera de plus en plus difficile à interdire, mais on va du coup apprendre à l'utiliser. Une question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce que les informations qu'il contient sont vraies ou pas? Oui, tout à fait. Alors, déjà, je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas, il faut bien prendre en compte la version actuelle. On peut estimer que la version future va évidemment apporter des améliorations. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des erreurs factuelles qui ont été relevées dans un certain nombre de réponses, de très nombreuses réponses. Sur le sujet un peu plus précis de l'information, de la désinformation, on a une entreprise NewsGuard qui est assez connue et qui fait un petit peu autorité aujourd'hui dans ses études, ces sujets de la désinformation, qui a interrogé ChatGPT sur les 100 faux récits les plus répandus sur le web. Et donc, 80% des cas, des fausses informations ont été relayées. Donc, ça pose évidemment beaucoup de questions, notamment quand on regarde en tout cas la crédibilité que recherche l'outil dans les réponses qu'il construit, qu'il apporte aux étudiants, et du coup qui nécessite évidemment un esprit critique assez fort de la part des étudiants. On en reparlera, j'imagine, et une compétence clé qu'il va falloir développer. Peut-être pour finir sur ce sujet de la confiance, de la véracité des informations que nous relaie, que nous transmet ChatGPT, on peut se poser la question des contraintes qui l'obligent, des garde-fous qui peuvent exister. Et aujourd'hui, on a uniquement des contraintes a priori, c'est-à-dire que sur certaines questions qu'on va lui poser, il va nous opposer justement une absence de réponse pour des raisons éthiques, déontologiques, etc. Mais il n'y a aucune solution de contrôle a posteriori, de fact-checking, de vérification des faits, comme on peut en retrouver sur d'autres types, d'autres sources d'informations. Et ça pose donc aussi des questions du côté de la langue, Mélanie. Oui, alors là aussi pour rebondir, en fait, on n'est pas sur du contenu factuel. On est sur un contenu prédictif. Et effectivement, ça fonctionne, c'est de la prédiction d'un texte comme un SMS, en fait, un petit peu plus poussé, effectivement. Alors, les questions que ça pose, en fait, d'un point de vue de la langue, parce que c'est effectivement de la génération de texte, vraiment. Cette intelligence artificielle, elle a été nourrie par énormément de contenus, mais la plupart des contenus sont des contenus en anglais. Il y a finalement que 5% des contenus qui sont des contenus en français. Alors, ça suffit pour avoir une orthographe presque parfaite. Pas tout à fait, ça on le verra. On a challengé un petit peu ChatGPT, je crois qu'on a tous joué avec. D'un point de vue de la syntaxe, il n'y a pas d'erreur, mais c'est assez pauvre. Et là où c'est le plus criant, c'est vraiment sur la sémantique. Et on sent bien que ChatGPT va chercher la réponse consensuelle et va pas chercher le débat d'idées. Et là aussi, le débat d'idées, il se fait avec des mots. Avoir une idée, une pensée qui soit nuancée, qui soit construite, c'est des choses sur lesquelles nous, on s'attache à beaucoup travailler. Et en fait, le simple fait d'avoir une recherche de consensus fait que d'un point de vue sémantique, c'est assez pauvre. Et en tout cas, c'est pas comme ça que les étudiants vont progresser dans leurs compétences en interne qui vont leur permettre, enfin leurs compétences propres, qui va leur permettre de développer une pensée unique et un avis et un esprit critique. J'avais relevé une phrase de Sam Altman là, sur Twitter. Donc Sam Altman, un des 2 cofondateurs de OpenAI, qui déclarait il y a quelques semaines que ChatGPT est suffisamment bon dans certains domaines pour créer une fausse impression d'excellence, mais que ce serait une erreur de lui faire confiance pour quoi que ce soit d'important à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que toute la posture qu'il faut chercher à amener chez les étudiants aujourd'hui sur ChatGPT. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais démystifier parce qu'en fait, ça fait un petit peu peur cet outil. On a l'impression en plus qu'il est très, très puissant. Et notamment le test de Turing, il ne le passe pas. Nous, on a joué avec lui. Et en fait, quand on lui a posé la question est-ce que tu peux me tutoyer ? Il a répondu oui, je peux vous tutoyer. Voilà. Et après, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Et en fait, là, tout de suite, on voit que c'est une machine qu'on a en face de nous. Donc, il y a quand même une vraie limite
à partir du moment où on a été confronté à ça, ça fait déjà moins peur. Il y a une vraie question qui revient régulièrement, c'est le problème des sources. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, ça a été nourri avec énormément de textes, mais on ne sait pas précisément lesquels. Et surtout, on ne sait pas dans chacune des réponses qu'il va formuler voilà, d'où viennent les sources précises de ce qu'il vient de nous raconter. On ne voit pas les sources, on ne sait pas. On peut même essayer de lui demander. Il va pas parce qu'il va agréger, comme je l'ai dit, 8 millions de documents. Il va aussi apprendre de ce qui est dit d'autres, hein, parce que ça, on l'a dit, il y a encore des choses où on ne sait pas trop, mais j'ai vu aussi pareil des tests qui ont été faits où on lui dit 2 plus 2 égale 5, il dit non, 2 plus 2 égale 4, et en continuant d'insister, au bout d'un moment, il va dire 2 plus 2 égale 5. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop s'il le répercute sur toute sa base de données ou pas, mais je pense qu'à force que plusieurs personnes en même temps, enfin plusieurs millions de personnes en même temps le disent, sûrement, parce que c'est de l'apprentissage, donc il se nourrit aussi de ce qui est fait chez les autres. Je pense que la version 4 va aller encore plus loin que ça, parce que pour l'instant, on est encore dans les limites de ce qui est fait dans la 3.5, mais je pense que la 4 va encore aller plus loin dans tout ça. Donc. Comme tu le dis, il y a 3 vraiment principes aujourd'hui, encore une fois, dans sa version actuelle, qui structurent son fonctionnement sur le sujet des sources, qu'il faut vraiment prendre en compte quand on est en face à face avec des étudiants, avec ChatGPT. C'est ChatGPT n'informe pas sur ses sources, ni sur l'actualité des données, ni sur la provenance des informations. Donc ça, évidemment, c'est majeur si on cherche à développer les compétences informationnelles des étudiants. Deuxième sujet, et on l'évoquait avec Mélanie aussi en préparation, c'est que ChatGPT, quand il a un nombre d'informations assez large, assez important sur un sujet, il va chercher la plus grande neutralité, la plus grande objectivité possible dans son fonctionnement, mais ce qui conduit évidemment à évincer une grande diversité de points de vue, d'opinions qui sont hyper importants pour les étudiants, justement dans la construction de leurs pensées, dans la construction de leurs travaux. Et à l'inverse, quand on va avoir des sujets qui sont très spécifiques aujourd'hui, il va souvent fonder ses réponses uniquement sur une seule source d'information, évidemment en affichant la même crédibilité, la même excellence dans la réponse, alors qu'évidemment le fondement est bien moins solide. Et donc ça, c'est vraiment 3 critères importants à prendre en compte, cette question des sources. Ça peut contenir des informations qui sont imprécises et puis c'est des informations qui ne sont pas à jour puisque ça a été nourri jusqu'en 2021. Et donc tout ce qui s'est passé depuis, pour l'instant, ChatGPT ne le connaît pas. Comment on peut faire pour que les étudiants apprennent à bien se servir de cet outil-là? Moi, plutôt sur ma vision un peu tech, hein, parce que j'enseigne dans des écoles plutôt tech et plutôt informatique. On essaye, forcément, on ne peut pas leur interdire, et puis c'est pas l'objectif, mais on essaie de leur apprendre à l'utiliser au mieux. De toute façon, ils l'utilisent. Enfin, on le voit quand dans ce qu'ils peuvent rendre, ils vont sur ChatGPT et ils l'utilisent. Alors après, pour moi, ils l'utilisent pour l'instant de manière un peu bête, si je peux me permettre, parce que l'objectif de ChatGPT, c'est un moteur conversationnel. Donc, en fait, on va lui parler, on va discuter avec lui, on va le confronter à ce qu'il est en train de dire pour qu'après, il puisse nous donner une réponse à peu près correcte. Je dis bien à peu près correcte, hein, parce qu'il faut toujours retravailler derrière. Et ce que je vois, moi, des élèves, c'est qu'ils prennent ChatGPT, ils posent la question, ils font un copier-coller et ça s'arrête là. Voilà. Donc non, il faut aller plus loin, il faut continuer, il faut chercher. Après, c'est ni plus ni moins ce qu'ils faisaient avant, hein, sauf qu'ils allaient juste sur Wikipédia, ils faisaient le copier-coller et puis c'est tout, quoi. Ça crée aussi une nouvelle compétence à développer, cette capacité à savoir questionner, poser des bonnes questions en fait dans l'outil, dans l'intelligence artificielle. Et donc c'est déjà une piste, en tout cas pour la pédagogie, de se dire travailler ce sujet-là, de la capacité des étudiants à savoir l'utiliser, le questionner. Mais avant ça, il y a aussi ouvrir la boîte noire, évidemment. C'est-à-dire qu'on imagine très rapidement accueillir nos étudiants, sûrement avec comme on fait une sensibilisation à la veille, la recherche d'informations, la recherche documentaire, les sources, etc. Mais faire une sensibilisation à l'intelligence, à la recherche par intelligence artificielle et leur montrer aussi, leur expliquer comment fonctionne cette boîte, quelles sont les limites. On a parlé effectivement de la question des sources, la véracité de l'information qui n'est pas toujours aussi simple à afficher, et puis le sujet des biais, hein, c'est-à-dire que derrière une intelligence artificielle, il y a de l'humain qui a effectivement travaillé autour dans cette boîte, et donc du coup il y a aussi des biais qui sont reproduits et que nos étudiants ils soient sensibilisés à ça. Donc c'est autant de sujets, de matières d'enseignement assez passionnants, hein. Et puis on n'a pas parlé aussi des droits, mais c'est aussi encore c'est aussi un sujet, ça ouvre énormément de questionnements sur la question des droits d'auteur. Voilà, moi je m'intéresse beaucoup aux médias et c'est vrai que pour eux aussi c'est aussi un sujet. Et surtout aussi que
Ça modifie le rapport au temps. En fait, ChatGPT, il est fait pour produire du contenu en masse, très vite, sur la base de consignes. Donc, déjà, ça interroge sur, la consigne, les consignes que les étudiants vont donner, à ChatGPT et après une fois que le contenu est produit, toute la question est de savoir ce qu'on en fait. Donc en fait, ce contenu-là, il est produit très vite et je pense que la plupart des étudiants cherchent à produire un contenu rapide pour pouvoir ensuite passer à autre chose, un autre contenu rapide sans doute, et en fait, là aussi, une fois que ce contenu-là est produit, hem, il faut qu'ils ralentissent, il faut pouvoir les aider à ralentir et pouvoir avoir un avis, un esprit critique, sur ce qui a été produit. Comment est-ce que je peux l'enrichir? Et là, c'est beaucoup aussi un travail, autant en amont sur la consigne qui est donnée, sur, il faut que j'ai en moi tous les mots et toutes les idées pour pouvoir donner les bonnes consignes pour que le texte qui soit produit soit bien le texte que j'aurais pu produire finalement moi-même. Peut-être en un peu moins bien, parce qu'encore une fois, d'un point de vue sémantique, c'est beaucoup il y a des tests qui ont été faits, c'est plus pauvre que, ce que n'importe quel, adulte francophone peut produire aujourd'hui. Mais, une fois que ce contenu est produit, là aussi, comment est-ce que je l'enrichis? Comment est-ce que, j'affûte les idées, j'affine mon point de vue aussi et comment est-ce que je mets en parallèle, finalement, 2 points de vue qui peuvent être différents, enfin 2 voire même plusieurs points de vue qui peuvent être différents pour ensuite, produire, bah, ma propre pensée et mon propre point de vue. Mais ça nécessite effectivement qu'une fois que ce temps rapide, est passé, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, peut-être que parce que tu l'as comparé tout à l'heure avec, Wikipédia, mais la différence là, c'est que la réponse, elle est préformulée, alors qu'avec Wikipédia, il y avait quand même ce besoin de retraiter, l'information et de se le réapproprier avec ses mots. On parle de Wikipédia, il a été, avéré que, il s'agirait de la principale source d'information, sur laquelle aujourd'hui, ChatGPT fonde, ses réponses. Et il y a 3 principaux biais, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Celui qu'a cité Estelle, en effet, sur, ben, les biais, des propres concepteurs de ChatGPT. Notamment, je pense que la question de la nationalité, par exemple, si, on lui pose des questions sur, par exemple, des questions juridiques, en effet, les doctrines vont pas être les mêmes aux États-Unis qu'en France et là, on peut retrouver un biais. Il y a 2 biais cognitifs ensuite, donc des fonctionnements de notre cerveau qui vont, impacter notre manière de nous informer, qui rentrent vraiment en compte dans l'utilisation de ChatGPT. Il y a le biais du messager tout d'abord, qui fait qu'on va croire, en tout cas, on va donner de la véracité, a priori à une information au regard de la, crédibilité qu'on accorde à la personne qui nous transmet cette information et comme ChatGPT justement, dégage une fausse mais réelle, en tout cas, impression d'excellence, il faut, voilà, bien avoir en tête, de toujours être critique vis-à-vis des informations qui nous communiquent et ça a été aussi, évoqué, c'est le biais de confirmation qui fait que ChatGPT nous apporte des réponses aux questions qu'on lui pose et inconsciemment, on va toujours, tendance à poser des questions pour confirmer des hypothèses et donc dans ce sens-là, justement, ça peut nous conduire à avoir une information qui ne soit pas éclairée, justement. Sur la partie confirmation, c'est assez intéressant parce que là aussi on a joué avec, sur les règles d'orthographe, notamment et sur la manière dont s'accordent les adjectifs de couleur et en fait, on a réussi à le faire changer d'avis plusieurs fois sur, marron s'accorde-t-il ou non? C'est assez intéressant en fait, parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a pas de vérification de l'information. C'est juste du contenu prédictif. Donc à partir du moment où on commence à lui dire: «Mais est-ce que tu es sûr?» Bah, en fait, la machine identifie qu'en fait, on a plutôt envie, qu'elle aille dans notre sens. Donc elle me dit: «Ah mais oui, non, en fait, effectivement, il faut un S à marron». Bah, en fait, non, il faut pas de S à marron. «Ah oui, vous avez raison, il faut pas de S à marron» et en fait, ChatGPT, répond ce qu'on a envie, ce qu'on a envie d'entendre et ça se sent très, très vite. La question de l'information, qu'elle soit vraie ou non est pas le sujet et donc voilà, on dit beaucoup qu'en fait, certains enseignants nous disent qu'ils identifient les contenus produits avec ChatGPT parce qu'il y a pas de faute d'orthographe. En fait, ChatGPT, est pas complètement sûr de son orthographe. Je m'étais amusé à poser la question, justement, savoir si on pouvait s'informer de manière éclairée avec ChatGPT, et en effet, il dit exactement la même chose que nous, à savoir, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la fiabilité des informations et de prendre en compte des décisions éclairées en fonction de plusieurs sources. ChatGPT est complètement d'accord avec nous sur ce point. Très bien. On peut rester sur le sujet de l'éventuelle triche possible avec ChatGPT. Donc on l'a dit, il y a beaucoup d'enseignants qui le remarquent, en l'absence de faute d'orthographe. Comment on fait pour, éviter ou repérer les cas de triche? C'est un peu ce qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire on arrive à reconnaître aussi en connaissant aussi ses élèves. Alors ça peut être compliqué,
pour ma part, parce que je ne les vois pas non plus beaucoup, puis j'en ai des fois 50, 100. Et là, on ne sait pas trop, mais on arrive à avoir quand même quelques formes, comme tu le disais, de sémantique aussi, la façon dont il parle ChatGPT. Mais avant, c'était pareil. Moi, j'arrivais à voir quand c'était une copie d'un site internet, Wikipédia ou autre, parce que voilà, et qui ne donnait pas les sources. Mais des fois, c'était souvent du copier-coller. Et là, on le voit dans les éléments que j'ai pu faire dernièrement sur des études de cas qu'ils ont fait. On voit clairement que ça a été une copie. Un copier-coller de ChatGPT. Il y a des outils de vérification de contenu. Après, voilà, il faut faire le copier-coller et aller voir, mais ils ne sont pas non plus fiables à 100% d'après ce que j'ai su, parce qu'il peut nous dire oui, c'est copié, alors que non, ça ne l'est pas, ou l'inverse. Après, je sais qu'il y a différentes écoles moi, l'école où j'enseigne à Télécom, j'ai pu échanger avec d'autres enseignants qui se posent la question déjà en examen sur table, d'interdire tout ce qui est PC, de repasser à tout ce qui est à papier, crayon, et voilà, comme avant. Sur des matières, notamment en cours de droit, je sais qu'il y a des épreuves, des sujets qui ont été testés dans ChatGPT, et en l'occurrence, l'intelligence c'est plutôt a priori plantée, ce que me disait ma collègue, dans tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est question de cours, il n'y a aucun souci, mais tout ce qui est de l'ordre des subtilités, en fait, de l'interprétation des textes, et puis dès qu'on va dans des sujets plus, évidemment, de réflexion, de prise de hauteur. Donc nous, c'est vrai que pour tout ce qui est évaluation, l'idée, c'est évidemment de repenser certaines évaluations, et d'avoir bien en tête, si on donne accès à Internet, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs sur les partiels, en général, c'est plutôt des devoirs sur table sans accès donc à Internet, mais si on a accès, on les fait travailler en connaissance de cause, à ce moment-là, il faut qu'on fasse évoluer aussi ce qu'on va évaluer comme compétences. Mais ce semble pas compliqué, hein. Donc on est dans cette phase un peu d'observation, d'adaptation par rapport à ce que permet l'outil, ses limites. C'est aussi intéressant de pouvoir augmenter certaines pratiques, voire pourquoi pas à terme utiliser cette intelligence artificielle dans certaines phases d'évaluation aussi. Donc on réfléchit à tout ça. Il y a triche à partir du moment où il y a interdiction. À partir du moment où en fait on intègre ça dans de l'évaluation, au moins c'est clair, on a utilisé ChatGPT. Et c'est Cécile Catelin qui enseigne le français dans un lycée à Tours, qui expliquait qu'en fait elle avait fait travailler ses élèves sur... alors elle a d'abord fait travailler ChatGPT, où elle lui a soumis un sujet de type baccalauréat, en fait, sur un poème de Guillaume Apollinaire, sur un recueil de poèmes complet. Et donc, il y a eu une analyse qui a été faite par ChatGPT, et ensuite elle a fait travailler ses élèves, elle les a confrontés en fait à ce qui avait été produit, et eux-mêmes se sont rendus compte, c'est ce qu'elle explique, hein, c'est que beaucoup se sont rendus compte que finalement, avec leurs propres connaissances, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Donc ils ont pu éprouver ça, et là aussi, c'est un point de départ qu'on peut retravailler, sur lequel, en fait, qui est une matière comme une autre, comme effectivement nous, on allait dans les bibliothèques rechercher de l'information dans des livres. Peut-être pas tout le monde autour de la table, en tout cas pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on a eu un accès à l'information facilité par tous les moteurs de recherche. Ce que tu disais, c'est que là, en fait, l'accès à l'information est encore plus facile, d'autant plus que il y a même plus de copier-coller à faire, d'agrégation à faire, puisqu'en fait, le texte s'agence par lui-même. Mais pour autant, ça reste toujours une matière brute qu'il faut retravailler, que ce soit en évaluation ou en phase d'apprentissage. Donc, en fait, il y a triche uniquement s'il y a interdiction. Un message très simple, justement, qui peut être communiqué aux étudiants, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas capable de faire preuve de créativité. Et juste ça, du coup, permet de matérialiser le fait que c'est un point de départ, en effet, comme tu le dis, Mélanie, pour des travaux plus importants. OpenAI travaille sur la mise en place d'un filigrane qui permettrait d'identifier si les contenus viennent de ChatGPT ou non, un filigrane assez difficile à supprimer. Mais bon, après, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ce sera difficile à supprimer, mais bon, ils apporteront peut-être eux-mêmes la réponse à la question qu'ils nous ont posée, de comment vérifier les tricheries. Est-ce qu'il y a de possibles utilisations donc en classe? On a évoqué un cas. Nicolas, toi, tu l'as déjà utilisé en classe. Tu peux nous parler de ton expérience?
Enfin, les étudiants l'ont utilisé. Surtout, en fait, on a des cas, donc surtout sur la partie sécurité du système d'information. J'ai pas parlé de la partie code, mais enfin, c'est pas ma spécialité. Mais sur la partie sécurité du système d'information, ChatGPT est capable de pouvoir détecter des failles de sécurité et de créer donc une manière d'exploiter cette faille de sécurité. Et aussi, on peut avoir, par exemple, la création d'emails de phishing, donc d'hameçonnage, qui peuvent être créés, où ChatGPT peut nous aider à le créer. Donc, bien entendu, comme on est toujours dans ce moteur de conversation avec lui, il faut lui indiquer différents éléments pour lui amener du contexte. Je crois que ça a été dit plusieurs fois, mais c'est ce contexte qu'il faut lui donner. C'est pas on va lui donner une première info, mais il va y en avoir d'autres à lui donner pour arriver à quelque chose de correct. Parce que on parle, il y a des termes qui sont beaucoup utilisés dans ChatGPT, c'est toute la partie prompt. Donc le prompt, c'est la question, et derrière, après, on va lui amener de la tonalité. Quelle tonalité je veux lui donner ? Est-ce que je veux du sérieux? Est-ce que je veux de l'humour? Est-ce que je veux donc on va lui amener certaines choses pour rendre le contexte le plus intéressant et adapté aussi à ce que vous voulez faire. On peut l'utiliser pour plein de choses, mais moi, sur mon domaine, c'est ce qu'on voit, c'est pour aider à développer du code, pour aider à trouver, à s'aider sur des failles de sécurité, pour aider à créer des messages de phishing. Mais il peut y en avoir tout un tas d'autres, quoi. L'idée, c'est aussi surtout, je pense, de le proposer en correction, enfin de proposer du texte ChatGPT en correction à ses élèves pour les faire aussi, les sensibiliser, les faire prendre conscience que de la qualité du texte produit. Oui, et puis encore une fois, enfin, je pense que ce que tous nous partageons, alors que ce soit sur ce qu'on peut faire nous dans le travail qu'on peut tous les jours essayer d'amener au travers d'outils numériques, au travers de formations, doter les étudiants en fait des compétences qui vont leur permettre d'affronter le monde qui les entoure. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester en silo et qu'il faut vivre avec les outils auxquels ils seront confrontés ensuite eux dans leur vie personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il est important de leur doter, de les doter de compétences qui sont des compétences nouvelles et surtout de renforcer des compétences, finalement, qui ont été peut-être un peu mises de côté à un moment donné, mais aiguiser son esprit critique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, aiguiser son esprit critique et puis, pouvoir, comparer des sources de données, pouvoir faire sa propre opinion, savoir comment sont produites les informations, d'où elles viennent, pour pouvoir les intégrer ou non dans sa réflexion. Ça fait partie, des choses qui sont des compétences essentielles, comme le fait de pouvoir comprendre ces outils, comment ils fonctionnent, parce que ça relève du même principe. Et puis, nous, c'est vrai aussi qu'on va beaucoup travailler sur les questions de vocabulaire, de structuration de la langue, parce que c'est ce qui vraiment va permettre, d'avoir du recul sur tous ces outils-là, de savoir bien les utiliser et puis d'aiguiser sa propre pensée, une pensée nuancée, une pensée qui soit plus complexe. Là aussi, manipuler des concepts abstraits, c'est pas ChatGPT qui va le faire à la place, des étudiants, eux-mêmes, hein. C'est une compétence qui doit être un réflexe chez eux, qui doit être ancrée profondément pour pouvoir utiliser intelligemment ces outils. Moi, j'essaye de l'utiliser aussi, pour lui faire produire des textes. Au final, j'ai toujours tout réécrit parce que rien ne me satisfait de ce qui est produit. Mais ça reste quand même intéressant et ça reste, finalement un outil sur lequel, je pense que nous-mêmes, on est en phase d'apprentissage, de savoir l'utiliser, en tant que pédagogue. C'est un outil qui est récent et vos étudiants, quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils auront aussi sans doute besoin de l'utiliser, dans leur vie, professionnelle. Donc, leur apprendre à l'utiliser, à l'école, ça leur servira aussi, dans le futur. C'est d'autant plus important qu'on est sur un sujet vraiment de société par rapport au sujet de la vérification de l'information. Là, on voit un outil, ChatGPT, qui produit, c'est la vitesse aussi qui est frappante, c'est-à-dire qu'on produit des textes à une vitesse incroyable et donc ces textes, sans savoir effectivement leurs sources ou s'ils sont vrais ou ils sont faux, c'est autant d'éléments qui vont nourrir la désinformation. C'est une nouvelle étape, à mon avis, pour le modèle, en tout cas économique, de la désinformation. Et donc, du coup, on est face à un enjeu majeur, nous, enseignants et nos étudiants, c'est d'avoir cette capacité à avoir un regard critique par rapport à ce qui est produit et d'être capable aussi de se dire, je prends du recul et je ne vais surtout pas
faire circuler cette grosse masse d'informations, cette masse d'informations qui est produite si facilement, si rapidement, et alimentant ainsi un cercle de désinformation. Je pense que c'est aussi un enjeu de société et c'est là où nous, on a une vraie responsabilité en tant qu'enseignants, c'est vraiment se renforcer ces compétences qui sont anciennes, compétences effectivement, vérification des sources, vérification de l'information, le regard critique aussi, prise de recul, et on en aura effectivement encore plus besoin maintenant qu'on va baigner dans une société nourrie d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet important. C'est vraiment en termes de pédagogie intéressant de proposer en correction parallèle pour mettre en perspective des productions ChatGPT. Et ce qui est encore plus intéressant selon moi, après, c'est quand il a fait des erreurs, justement, d'analyser, de déconstruire pourquoi il a fait ces erreurs. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas basé sur une pluralité assez importante de sources? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'action de vérification des faits? Ou au contraire, quelles ont été les actions correctives mises en place par les étudiants pour pallier à ces erreurs? Donc, je pense que justement, en termes d'éducation et de développement de la pensée critique, de l'esprit critique, ça peut être un outil qui est justement mobilisé de manière intéressante aussi pour justement construire le rapport des étudiants et futurs professionnels à des outils de ce type qui, on est tous d'accord, je pense, seront de plus en plus incontournables demain. Si moi je fais le parallèle à mon cursus, on arrivait, enfin moi je suis arrivé aussi, c'était l'arrivée de Google, et on était un peu dans les mêmes problématiques finalement, parce que Google nous amenait tout un tas d'informations, et qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a fait aussi, je pense, on a fait aussi ce copier-coller qu'on a pu faire aussi quand on était étudiant. Comme toi, Mélanie, j'ai connu la bibliothèque où, pareil, on recopiait des fois bêtement le texte sans le citer, sans le sourcer. Et ça revient à tout ce qu'on dit. C'est à un moment, il faut l'esprit critique. Il faut aussi prendre du recul par rapport à ce qu'on lit, ce qu'on voit. Et ChatGPT, c'est ni plus ni moins ce qu'on vit depuis quelques années. Voilà. Et quelque chose qui est fondamental, et Estelle parlait de la dimension sociétale de l'éducation à ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est uniquement l'information jusqu'à fin 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pas encore, et on peut imaginer que ça va arriver dans quelques mois ou quelques années, l'information d'actualité. Mais si demain, ChatGPT nous produit de la même manière des réponses sur n'importe quelle question d'actualité qui sont vraiment le fondement à partir duquel tous les étudiants et nous aussi, évidemment, on construit notre compréhension du monde, on construit nos compétences personnelles, professionnelles, etc. Là, ça va être encore, d'un point de vue sociétal, plus important, ça va être vraiment majeur de savoir se positionner correctement face à ChatGPT. Mais c'est vrai, tu le dis, c'est fin 2021. On entend qu'ils devraient se reconnecter à un moment à certaines sources. Ils veulent se reconnecter, par exemple, à Twitter. Voilà, on connaît Twitter, ce qu'il est en train d'arriver avec l'arrivée d'Elon Musk. Il faut savoir qu'Elon Musk était quand même dans les premiers, à l'origine d'OpenAI. D'OpenAI, s'en est enlevé, je sais plus quelle année. Donc c'est aussi important de se dire à un moment, il va venir se connecter à des données qui sont peut-être pas forcément fiables. Parce que on sait tous, Twitter ou les réseaux sociaux dans leur intégralité, il y a beaucoup d'infos qui circulent et beaucoup de fake news aussi qui circulent. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Est-ce que demain, il va venir se connecter? À quoi il va venir se connecter? Comment il va vérifier aussi l'information? Donc, mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Cette dimension sociétale, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à Be My Media et sur lequel on pense que ChatGPT risque d'accentuer les choses, c'est la question de l'inégalité dans le rapport à l'information des étudiants. Il y a déjà plusieurs études qui l'ont démontré assez récemment en France, qu'en fonction de la provenance et du contexte familial et socio-économique, notamment des étudiants, eh bien, des jeunes qui viennent de milieux favorisés ont des réelles compétences informationnelles quand ils arrivent dans leurs études supérieures. Ils ont un rapport aux sources écrites qui est réel, etc. Quand au contraire, des publics qui viennent de milieux plus défavorisés ont une culture de l'information qui est très passive. Ils vont simplement, en tout cas en majorité, lire et s'informer à partir de sources qui leur parviennent sans active démarche de recherche et qui est aussi beaucoup relationnel dans l'échange, que ce soit avec des enseignants, via les réseaux sociaux, etc. Et ChatGPT, pour s'informer, il nécessite d'avoir des compétences informationnelles, on en parle depuis tout à l'heure, il nécessite d'avoir une démarche active et d'avoir un vrai rapport aux sources qu'on dit non relationnelles. Donc si demain, et ça on peut le croire, ChatGPT gagne en importance, en profondeur, en épaisseur, il va être d'autant plus important de développer toutes ces compétences pour justement faire en sorte que ces inégalités n'aient pas à s'accroître. À partir du moment où on est sur une génération de textes très rapide, de fait, on va pouvoir donner de l'ampleur et de l'écho à certaines théories ou à certaines fausses informations et que démentir ces informations, c'est ce que tu disais tout à l'heure, va prendre encore plus, va demander encore plus d'efforts. Et donc, toute cette nouvelle génération, il faut absolument pouvoir leur donner les clés et les outils
pour éviter d'être désinformé encore plus que ce qui pourrait l'être du fait de ces outils-là qui vont produire énormément de textes. Alors, on va peut-être garder quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce que le moteur continue d'apprendre? Il était connecté à Internet jusqu'à 2021, il était connecté à Twitter, il était connecté à d'autres éléments, donc en fait à Wikipédia, et il était connecté à des sources de bibliothèques ou de choses ou d'éléments. Mais après, voilà, on n'a pas vraiment de. Enfin, il y a eu 8 millions de docs, hein, donc c'est assez énorme. Mais c'est surtout de l'anglais. C'est surtout de l'anglais. Et est-ce qu'il continue d'apprendre? Je crois que c'était ça la suite de la question. Oui, parce que c'est le principe de la méthode par apprentissage. Donc, il continue d'apprendre, mais que ce qui les nourrit des gens, des utilisateurs. Donc, typiquement, on sait qu'on peut copier des textes dans le moteur de conversation où il peut le résumer, donc forcément il les enregistre parce que faut savoir, quand vous faites une conversation et quand vous la reprenez, il est capable de se rappeler de ce qu'il vous a dit avant et de pouvoir continuer, donc forcément il l'a dans sa mémoire. Au tout début, quand on demandait à ChatGPT combien de lettres il y avait dans le mot 6, il répondait 6. Maintenant, quand on lui demande combien de lettres il y a dans le mot 6, il répond le mot 6 est un mot de 3 lettres. Il apprend de nous autant qu'on apprend de lui, peut-être. Paul nous parle aussi en fait de la maîtrise d'un outil qui est entre les mains des étudiants et de nous depuis bien plus longtemps, qui est Google. Et selon lui, les étudiants ne maîtrisent déjà pas Google aujourd'hui. Et donc, ça révèle, selon lui, un problème beaucoup plus large vis-à-vis de la connaissance du web, des sources et de la connaissance en général des utilisations des nouvelles technologies. Juste un tout petit point, on en a très rapidement parlé, je crois. C'est la question des données, quand même, qui est des données personnelles, qui est très importante et où le flou est artistiquement entretenu. Aujourd'hui, a priori, l'ensemble des données sont stockées, sont gérées aux États-Unis. Peut-être que tu pourras nous en dire plus, Nicolas. Et a priori, le respect des réglementations qui ont lieu, tiennent en vigueur en France, est pas là. En fait, oui, ça pose des questions sur les données personnelles, d'autant plus que Microsoft investit beaucoup dans ChatGPT, dans OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, parce que je crois que le dernier investissement était de l'ordre de 45 milliards de dollars, donc c'est quand même assez vertigineux. C'est le premier à l'avoir intégré dans leur moteur de recherche Bing. Donc ça pose forcément des questions de données personnelles, de savoir où elles sont stockées, comment elles sont stockées. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Dans quel cadre l'outil est aujourd'hui utilisé en entreprise pour savoir quel lien il pouvait faire avec ses étudiants, dans quel domaine, quels apprentissages? Encore une fois, c'est un générateur de texte. Donc, tu parlais des prompts tout à l'heure. À partir du moment où en fait on lui donne les bonnes indications, on peut créer des textes à la volée. Alors, ça peut représenter autant un danger quand on veut diffuser très rapidement de la désinformation. On peut produire très facilement et très rapidement énormément de données qui vont être référencées sur Google, parce qu'aujourd'hui Google référence les données produites par ChatGPT de la même manière que les données produites par un être humain. Mais en entreprise, ça peut aussi être un point de départ, là aussi sur des textes qu'on peut retravailler. C'est effectivement un module conversationnel, donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut utiliser, mais là aussi, tout ça est quand même encore, je crois que tous autant qu'on est, ça fait partie dans nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles, ça fait partie des sujets qu'on est en train de tester et on est en train de voir comment on va pouvoir l'utiliser et surtout comment l'utiliser intelligemment. Oui, puis pour avoir échangé avec plusieurs chefs d'entreprise, surtout dans la partie web, tout ce qui est web, autour du web, gestion des contenus, écriture de contenu, oui, ça va forcément changer le métier, mais sur des tâches qui me disent où finalement on avait peu de valeur ajoutée de commencer à rédiger un texte et de trouver, ChatGPT va amener, on va dire, le texte, le fond, pas le fond, mais je sais pas comment le dire, mais le texte, la trame, et après, les gens vont venir amener leur valeur ajoutée. Et ça, c'est là où il me dit, où on avait aller trouver des personnes qui font de la gestion de contenu, qui créent des contenus, on en trouve, ça devenait de plus en plus compliqué. Par contre, trouver, et nous, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ramener de la valeur ajoutée sur du contenu. Et ChatGPT va peut-être amener ça, je dis bien peut-être, parce que voilà, il va y avoir des changements de métier, surtout sur la partie, je pense, web, gestion des contenus, création d'articles, etc., etc. Peut-être aussi sur toute la partie en entreprise,
tout ce qui est tourné autour du service client avec l'arrivée des chatbots. On les avait déjà les chatbots, mais ChatGPT va ramener certaines choses. Donc, à voir l'avenir, ce que ça va changer et évoluer, quoi. Nous, après, au niveau du projet Voltaire, les textes produits sont médiocres. Donc, en fait, on ne peut pas les utiliser et on ne les utilisera pas. Et après, c'est vrai que là aussi, ça va faciliter certaines recherches, mais ça ne remplacera pas de toute façon le contact qu'on peut avoir avec les gens qui utilisent nos solutions numériques et qui ont besoin à un moment donné qu'on se parle, hein, bien encore heureusement. L'être humain et les relations humaines ont encore de beaux jours devant elles. Merci pour toutes vos questions. On va juste faire un rapide petit tour de table si vous avez un mot de la fin à partager. Et ça ouvre énormément de nouvelles perspectives. On l'a vu à la fois pour réaffirmer des compétences qui sont déjà travaillées, mais aussi l'apparition de nouvelles compétences qu'on va devoir effectivement mettre en place, travailler assez vite. C'est aussi nos métiers, hein, de savoir les intégrer et préparer au mieux nos étudiants qui, dans le futur, vivront au milieu d'intelligence artificielle. Et j'aime assez bien cette phrase que j'ai repérée d'un enseignant, professeur, qui est Juliana Oria, qui dit que notre métier d'enseignant, c'est de cultiver les intelligences naturelles. Donc voilà, je finirai là-dessus. C'est vrai que plus que jamais, il faut qu'on ait dans cette idée d'intelligence, cultiver ces intelligences naturelles, mais en utilisant aussi ces ressources qui nous donnent autant de perspectives, de questionnements, de regards critiques. Et c'est aussi assez passionnant. Moi, je dirais que c'est un sujet passionnant, effectivement, un vrai défi. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Je pense qu'à nous, BeMay Media, c'est notre métier et le challenge est d'autant plus fort, comme l'a dit Estelle. Mais c'est en effet, c'est de cultiver et développer sur le temps long les compétences informationnelles des étudiants pour qu'ils puissent appréhender au mieux cet outil durant leurs études et surtout pour qu'ils puissent se préparer efficacement à leur lendemain professionnel. Et évidemment, tout cela en développant l'esprit critique, une pensée critique qui doit vraiment être une des compétences transversales clés qui sera majeure demain. Pour compléter, et pour mon mot de la fin aussi, tout le monde l'a dit, c'est un outil. Donc un outil, c'est au service de, ça va venir compléter la palette d'outils qu'on a, et je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser, et c'est un challenge pour tout le monde. De toute façon, il ne faut pas aller contre. C'est là, ça existe, et ouais, je le répète, mais comme toute intelligence artificielle et comme tout outil, c'est au service de nous. Donc autant savoir l'utiliser et venir le compléter. Et voilà. Nous, on aura toujours notre valeur ajoutée là-dedans. Merci beaucoup Estelle, Valérian, Mélanie, Nicolas d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir commenté dans le chat, posé des questions. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis voilà, on a hâte de voir tout ce que vous allez pouvoir faire avec vos étudiants concernant ChatGPT. N'hésitez pas à nous raconter ce que vous mettez en place.